Bonjour, alors, je pense que vous m'entendez. Donc, nous sommes là pour la deuxième journée de cette journée française de l'ingénierie des exigences. Vous êtes déjà 90 personnes connectées, donc je pense qu'on va attendre que tout le monde arrive tranquillement. Je vais vous passer quelques transparents qui vont présenter un petit peu cette deuxième journée de l'ingénierie des exigences. Et je vais également vous rappeler qu'il faut vous inscrire tous les jours. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est le deuxième jour. Nous avons une belle journée hier sur le créneau 11h30, 13h30. Et nous allons voir également une journée un petit peu différente aujourd'hui. Donc, quelques informations à vous donner pour débuter. Tout d'abord, cette journée française de l'ingénierie des exigences, c'est la 10e édition. Nous fêtons nos 10 ans. Et ce groupe qui organise cette édition fait partie du groupe de travail ingénierie des exigences, rattaché au CFTL, Comité français du test logiciel, dans lequel nous essayons de travailler sur plusieurs axes, et notamment la professionnalisation de l'ingénierie des exigences par rapport au métier et par rapport aux bonnes pratiques qu'on met en place entre nous. L'idée de valoriser également ce métier d'ingénierie des exigences et cette reconnaissance. La GFI en fait partie. Il y a également beaucoup d'enseignements qui sont donnés dans les universités, dans les écoles d'ingénieurs, des ateliers qui sont mis en place d'ailleurs à la JFTL. Si vous ne les connaissez pas, avec grand plaisir pour vous y retrouver. Et puis, nous travaillons également autour du contenu IREB sur les problématiques de syllabus et leurs évolutions, bien évidemment. Sachez enfin que nous travaillons également sur plusieurs projets. Et le projet actuel, c'est autour de la maturité de l'ingénierie des exigences. Et d'ailleurs, vous aurez aujourd'hui un petit aperçu de ces premiers éléments sur lesquels nous travaillons. Nous réunissons aujourd'hui à peu près tous les mois, soit en présentiel à peu près tous les 3 mois et en distanciel un peu plus fréquemment. Voici les 12 personnes aujourd'hui qui sont membres de ce groupe de travail sur les exigences. Alors pourquoi on vous en parle? C'est que vous pouvez évidemment nous y retrouver. Ce qui est intéressant dans ce groupe de travail, c'est la diversité des personnes, aussi bien dans le domaine d'application que dans leurs compétences et de leur expertise. On va avoir des personnes qui vont travailler autour des systèmes d'information, systèmes embarqués, des systèmes sécuritaires, réseaux et télécoms, enfin, etc., avec également des personnes qui vont être spécialisées dans la formation, aussi bien pour les étudiants que de la formation professionnelle. Alors aujourd'hui, deuxième journée, nous allons avoir en fait 2 présentations, comme hier, qui vont commencer en très peu de temps. La première, votre processus d'exigence est-il au bon niveau? Alors, on verra un petit peu ce que ça veut dire. Cyril Babin, que vous voyez également actuellement en ligne, ici présent, se présentera tout à l'heure, de OnePoint, et puis Alain Riboud de Kereval, avec laquelle nous avions également une présentation hier, qui continuera également à nous expliquer un petit peu le sujet et les problématiques autour de ça. Nous aurons également dans un deuxième temps, autour de 12h30, une présentation par Alice Zacchi sur les besoins métiers aux exigences logicielles. On verra un petit peu comment on fait pour faire cette traduction de ces besoins métiers aux exigences logicielles à travers cette présentation. Donc une journée très très riche du mercredi. J'espère que vous serez nombreux à nous retrouver. Je vais vous rappeler également comment ça fonctionne. Pour l'instant, on a dépassé la barre des 100. Nous avons en fait, pendant la présentation, la possibilité, vous avez la possibilité de pouvoir, soit dire bonjour dans le chat, ça c'est pas un souci, mais surtout de pouvoir poser des questions. Donc vous avez en bas à droite de votre écran, vous avez un onglet qui s'appelle questions, dans lequel tout au long de la présentation, vous pouvez poser des questions, et ces questions, on va pouvoir donner une importance, c'est-à-dire que vous allez pouvoir les plébisciter en cliquant dessus, de façon à mettre un poids plus important, puisqu'on va évidemment essayer de vous et de répondre aux questions qui sont les plus intéressantes pour un plus grand nombre d'entre vous. Donc n'hésitez pas déjà à poser des questions, et puis 2, à monter les questions qui vous semblent les plus importantes à poser au présentateur. Et puis, on vous demandera à l'issue de chaque présentation également d'évaluer les présentations. Donc, il y a un autre onglet qui est juste à côté qui s'appelle sondage, dans lequel il y a un certain nombre de questions qui vous sont posées par rapport à la présentation que vous aurez suivie, qui nous permettront, nous, de nous améliorer, de nous poser les bonnes questions et surtout également de réfléchir pour les prochaines éditions aux thématiques qui vous intéressent le plus. Voilà. Donc, j'ai été relativement rapide. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une très bonne, bougez pas, une très bonne présentation, un très bon webinaire avec, pour commencer, et je vais laisser la parole
aux deux présentateurs, Alain Ribaud et Cyril Babin. Je vais me déconnecter, arrêter mon partage pour vous laisser la main. C'est à vous. Je prends le partage. Bonjour à toutes et à tous. Et la présentation. Voilà, j'espère que vous voyez tous. Cyril, monte un petit peu le son peut-être, non? Oui. Alors moi, Voilà. C'est bon. Donc là, est-ce que vous m'entendez bien là? Ouais, c'est bon. C'est bon, très bien. Alors, je me présente, Cyril Babin. Je fais partie du GTIE depuis quasiment le début, je pense. Donc une quinzaine d'années avec Alain. Et en fait, je suis un expert en qualité et en ingénierie des exigences chez OnePoint. Et donc moi, bonjour Alain Ribaud, moi je suis chez Caréval, je suis aussi au sein du CFTL, membre actif depuis une quinzaine d'années et idem dans le groupe de travail ingénierie des exigences. Donc voilà. Alors si on vous propose cette formation aujourd'hui, c'est parce que au sein du groupe de travail, on a différents axes de travail, notamment des réflexions autour de différents sujets. Et à un moment donné, c'est poser la question de savoir, mais comment on pourrait évaluer le niveau, un niveau d'intervention, de pratique dans une société ou en général. Donc, en fait, la question qu'on se pose, c'est le processus d'ingénierie d'exigence est-il au bon niveau? Qu'est-ce que c'est qu'un modèle de maturité? Puisqu'en fait, à partir du moment où on veut évaluer un niveau, il faut qu'on se base sur un référentiel, sur des pratiques, des domaines. Alors, suivant les modèles, on va avoir du vocabulaire différent. Mais l'idée, c'est comment on peut faire pour que d'une société à l'autre, que ce soit en France ou à l'étranger, on puisse comparer nos pratiques et se dire, à un moment donné, ce qu'on fait, c'est bien ou c'est pas bien. Je t'ai pris, mais tu peux prendre le relais. Hein, non, mais ça va être le sujet de notre présentation. Donc c'est de présenter nos travaux en cours, de définition d'un modèle de maturité. Et aussi de commencer à présenter une première version d'un outillage. Alors vous verrez aussi quelques nouveautés par rapport à, je dirais, aux pratiques actuelles de l'ingénierie des exigences, et notamment avec un volet spécifique qu'on vous présentera tout à l'heure. Voilà, l'idée c'est d'avoir quelque chose, de travailler sur quelque chose de générique et tout en gardant quand même des repères qui puissent vous permettre, vous, de vous l'approprier facilement et en tout cas avec des informations que vous connaissez déjà. Et évidemment, qui dit modèle de maturité dit potentiellement un outillage associé qui va vous aider dans la démarche d'évaluation. Alors, on va expliquer tout ça maintenant à travers trois grandes questions qu'on peut poser. Pourquoi un modèle de maturité? Alain, dis-nous. Qu'en penses-tu? De toute façon, le modèle de maturité, justement, ça va vous permettre de démarrer si vous partez d'une feuille blanche. Donc, comme le disait Cyril, c'est un modèle, donc ça peut être comparé à CMMI ou à TMMI. Et donc voilà, donc ça va vous permettre effectivement d'avoir un catalogue de bonnes pratiques, d'actions, éventuellement de livrables aussi à produire. Donc là, comme ça, vous pouvez vous baser là-dessus pour mettre en place votre process. Si vous avez déjà mis un process, vous voulez peut-être justement vous positionner, vous comparer par rapport aux bonnes pratiques, par rapport à l'état de l'art. Et une fois que vous voulez aller plus loin, que vous voulez être diagnostiqué, c'est aussi de mettre en avant votre niveau de maturité. Et donc ça, c'est plutôt un côté business, quoi. Alors, ce qu'on va aborder aujourd'hui, évidemment, on ne pourra pas décrire dans le détail tout le modèle. Pour autant, on va vous donner les grandes lignes et on va essayer de répondre à ces trois questions. Alors, en fait, le principe de base d'un modèle de maturité, c'est qu'en fait, on va avoir plusieurs axes sur lesquels on va travailler. Donc, pour le décrire, ce modèle de maturité, évidemment, on va parler de normalisation du processus
à l'état de l'art. Alors, il va falloir, on a travaillé sur le fait de définir ce que c'était que l'état de l'art dans l'ingénierie des exigences, puisqu'en fait, il existe énormément de littérature et d'axes de réflexion. L'amélioration de la qualité des produits d'activité, comment faire pour faire en sorte que les livrables, eh bien, quels qu'ils soient en amont jusqu'en aval, soient de la qualité à la qualité attendue. L'efficacité, la productivité, je vais y arriver, dans votre processus d'ingénierie des exigences. Donc, on parle bien de démarche, on parle de bonnes pratiques, on parle éventuellement de processus quand c'est décrit. Une meilleure compréhension et satisfaction des parties prenantes. On ne fait pas de l'ingénierie des exigences uniquement pour produire de la documentation. C'est avant tout pour répondre à un besoin utilisateur ou à une problématique, un objectif métier ou un problème identifié par des utilisateurs. La gestion des risques. Alain, tu maîtrises, tu es un expert dans tout ce qui est gestion des risques industriels. Ouais, mais là c'est aussi justement d'appliquer cette gestion de risque aux activités de l'ingénierie des exigences, hein, et de voir, voilà, si c'est mal pris en compte, quels sont les risques qu'il peut y avoir derrière. Bon, je pense que vous en rencontrez peut-être assez régulièrement, hein, comme c'est la chaîne amont. Si l'ingénierie des exigences est pas bien prise en compte, on traîne ça tout au long du cycle de vie du produit, quoi, finalement. Une meilleure communication entre les parties prenantes. On a évoqué les parties prenantes tout à l'heure. La compréhension, c'est une chose, c'est-à-dire qu'on va aller les voir, on va comprendre leur manière de fonctionner, comprendre, alors pour les parties prenantes qui sont en amont, type utilisateur ou métier, mais il ne faut pas oublier qu'en fait, là, la communication, les parties prenantes, c'est l'ensemble des individus, des personnes qui sont des acteurs, qui sont impliqués directement ou indirectement sur le projet. Et donc, ça va permettre, l'objectif d'un modèle de maturité comme ça, c'est de garantir une meilleure communication entre toutes les parties prenantes du projet. Le benchmarking, c'est ce qui a été évoqué par Alain tout à l'heure dans la deuxième question. C'est comment faire pour se comparer au sein de différents services, au sein de différents projets, ou même au-delà, au sein de différentes entreprises. Et la difficulté, on va le voir après sur un des focus qu'on va faire sur un des sujets traités par le modèle, c'est de faire en sorte que dans des conditions qui ne sont pas franco-françaises, on puisse quand même pouvoir comparer les pratiques et les rendre génériques, suffisamment génériques pour pouvoir faire des comparaisons. Et donc après, axer vers l'amélioration. Prévision, prédiction, Alain ? Oui, justement, si on maîtrise bien l'ingénierie des exigences et en lien avec l'ingénierie, ou la gestion de risque, ça va permettre justement d'être proactif par rapport à ce qui peut se passer sur le projet et plus facilement identifier des gains de coût, hein, par rapport à ce qu'on va faire dans notre scope projet. Il y aura une présentation demain sur l'analyse de la valeur. C'est directement lié à ça aussi, quoi. Et enfin, la conformité. Donc là, la conformité, oui, vas-y. Ouais, de toute façon, il y a un certain nombre de standards. On en a présenté quelques-uns hier lors de la présentation sur les gabarits des exigences, hein. Donc effectivement, il y a certains standards donc qui peuvent être intéressants et donc c'est bien de se positionner dessus. Il faut pas réinventer la poudre. Et puis la réglementation, oui, dans certains domaines, de toute façon, on vous oblige à mettre en place un processus d'ingénierie des exigences, quoi. Donc voilà. Alors la particularité, c'est que l'objectif du modèle de maturité, ce n'est pas de reprendre toutes les réglementations, tous les standards. C'est plutôt d'en faire une compilation et de faire en sorte que ça puisse être adaptable à chaque contexte de société ou au sein de l'entreprise, de secteur d'activité et voire de projet. Donc, l'objectif du modèle de maturité, ce n'est pas une liste exhaustive de tout ce que vous devez faire dans le détail.
Alors, à partir du moment, oui, vas-y. Ouais, alors pourquoi pas un modèle de maturité parce que effectivement, bon, il existe déjà dans CMMI les volets gestion des exigences et développement des exigences, mais c'est quand même d'assez haut niveau. Donc voilà, donc ça apporte quelques premières bonnes pratiques, mais ça serait bien de descendre justement un peu plus finement sur les pratiques d'ingénierie des exigences. Alors, ça a été fait côté test avec TMMI. Et donc voilà, la question qu'on se posait, c'est justement pourquoi pas avoir un modèle similaire pour les exigences, voire pourquoi pas justement aligner ces deux modèles et puis qu'ils se répondent un petit peu. C'est-à-dire que à un moment donné, on va monter dans les niveaux de maturité de TMMI, on va être bloqué parce qu'on va avoir des problèmes d'ingénierie des exigences. Et ben hop, on aligne la partie ingénierie des exigences au niveau du modèle. Ok, il faut récupérer ces bonnes pratiques et puis monter comme ça. Donc voilà. Et puis, ça va permettre effectivement d'améliorer la qualité des exigences et donc derrière d'améliorer les tests. Je pense que vous avez tous vécu à un moment ou à un autre où vous avez entendu parler des équipes de test. Comme nous, enfin moi, ça m'est arrivé d'en entendre parler. L'équipe de test a dit j'ai été obligé de recréer le référentiel d'exigence. Donc voilà, bon, c'est un petit peu dommage. Et assez régulièrement aussi, on a ces leitmotifs exigences contestables, ambiguës, instables, et ainsi de suite. Donc on en a parlé un petit peu hier, et donc voilà. Donc ce modèle, justement, qui est un peu plus fin, pourrait aider justement à améliorer vos bonnes pratiques d'ingénierie des exigences. Pour ceux qui ne le savent peut-être pas, le groupe de travail de l'ingénierie des exigences du CFTL a été créé par le fait que les entrants des tests n'étaient généralement pas de qualité suffisante. Et à partir de ce moment-là, il y a eu des réflexions sur comment on pourrait faire pour que les tests se passent dans de meilleures conditions avec des entrants de meilleure qualité. Et au fil de l'eau, en fait, c'est devenu un groupe de travail extrêmement, je qualifierais d'extrêmement pointu aujourd'hui, qui travaille avec l'IREP, qui travaille avec le BABOC, et qui en arrive aujourd'hui à faire ce genre de choses. Alors en fait, nous avons décidé de construire un modèle de maturité de processus des exigences à partir de toutes ces questions et de tous ces axes. Ouais, sachant que le projet a été initié, enfin bon, on en a discuté tous les deux avec Cyril et puis aussi un peu avec Alexis, et on a commencé effectivement à monter des projets étudiants sur le sujet, suivi de stages, voilà, qui ont permis je dirais, de démarrer le sujet qu'on est en train de continuer, quoi. Alors, sur quoi ça s'est basé? Évidemment, on ne pouvait pas partir de zéro pour créer ce modèle. Donc, évidemment, on s'est basé sur ce qui existait et ce qu'on avait sous la main de proche au départ. Donc, évidemment, l'IREB, à l'époque même, il y avait encore REQB, l'IREB, le BABOC, SWIBOC, CMMI, IQBBA, UNI-REPM. Et en fait, on a commencé sur cette base et on s'est dit, mais il y a quand même des réflexions à avoir, puisqu'en fait, on ne retrouve pas obligatoirement le même vocabulaire, on ne retrouve pas tout à fait les mêmes concepts. C'est proche, mais c'est pas identique. Et on a encore des problèmes de compréhension, parfois, en fonction des personnes qui ont suivi telle ou telle formation, qui ont lu telle ou telle documentation, et qui sont évidemment tous certains de leur démarche. Ensuite, on a eu dans les focus qu'on a eu, on a eu par exemple un problème sur la définition des parties prenantes. Je vous ai donné une définition tout à l'heure. Eh bien, elle n'est pas pareille, elle n'est pas écrite de la même manière dans toutes les documentations. Pourtant, aujourd'hui, on parle tous de stakeholders ou de parties prenantes. Eh bien, une autre définition qui nous a posé problème, c'est la définition d'une exigence. Alors, il y a la E3E610 que vous posez, je pense, vous connaissez pratiquement tous, capacité ou aptitude d'un acteur à répondre à un objectif ou à atteindre un objectif ou à résoudre un problème. Et avec la deuxième partie, de la même manière pour le système, et la troisième partie, avec une combinaison des deux. Il n'empêche que quand on regarde dans l'IREP, quand on regarde dans le BABOC, quand on regarde dans le glossaire ISTQB, on retrouve des définitions qui sont proches, mais pas rigoureusement identiques. Et évidemment, ça crée des problèmes de compréhension. Autre problème, les différentes approches d'analyse métier, Alain?
Oui, 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 bah de toute façon, comme ce sont des analyses métiers, bon, on s'en rend compte aussi lorsqu'on regarde les différentes normes qui existent, c'est chaque métier a décrit sa propre norme et donc là ses propres analyses quoi. Et donc l'idée c'est pareil, c'est de pouvoir aligner tout ça hein, et de d'enchaîner un petit peu tout ça quoi. Hein. Donc on voit par exemple l'analyse de la chaîne de la valeur, eh ben, c'est intéressant de commencer par ça et puis après d'y coupler l'analyse de processus métier, l'analyse des exigences pour voir justement où est-ce qu'on va gagner de la valeur quoi. Hein, et donc il y en a aussi qui ont des approches combinées, donc voilà, donc c'est un peu chacun fait ce qu'il veut dans son coin et donc l'idée c'est de reprendre un petit peu toutes ces différentes analyses et de dire ok on essaye de faire un dénominateur commun dans le modèle qui peut être utilisé. Effectivement, après, ça peut peut-être être adapté, comme c'est un modèle, adapté, instancié à un contexte, mais voilà, on est partir de bonnes bases, quoi, et de bases communes. On parle bien d'approche, on va retrouver le design thinking, on va retrouver tout un tas d'approches. Hein. On a bien mis 3 petits points, hein. La liste est très longue. Ensuite, il y a un manque d'évaluation de système. Comment évaluer si les exigences sont incomplètes, incorrectes? Et donc là, à un moment donné, on a deux modes d'évaluation des exigences qu'on verra après et on aura choisi par définition la définition et le mode d'évaluation des exigences, puisqu'à un moment donné, il faut quand même poser les bases solides du modèle. Concernant le manque de considération des aspects éthiques. Alors, ce qu'on va appeler éthique, et on verra après, on va l'appeler plutôt durabilité maintenant, puisque c'est la tendance internationale, donc sustainability, qui est le terme le plus utilisé aujourd'hui. L'objectif du modèle, c'est qu'il se veut le plus générique possible. Pendant longtemps, on a parlé d'éthique, aujourd'hui, on va parler de durabilité. Et on va faire un focus dessus, puisqu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui devient extrêmement important dans tout ce qui est prise en compte des exigences. Donc, on verra après les critères éthiques, différents des principes, l'analyse sur les projets, comment on va le positionner. Et ça va être le focus, notamment des nouveautés qu'on va vous présenter. Alain, pour préparer, on va avoir besoin de poser un certain nombre de réflexions de base qui vont nous servir de fil conducteur. Ouais, donc c'est les réflexions qu'on a eues un peu avec les étudiants parce que au début du projet, les étudiants nous ont un peu questionné sur effectivement qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place quoi. Et donc on a listé ça. Bon, c'était un petit peu nos je dirais exigences de haut niveau si on parle des exigences. Hein, donc le modèle de maturité devra fournir un modèle de référence standard applicable dans tous les domaines. C'est ce qu'on retrouve. Hein. Si on prend CMMI, si on prend TMMI, c'est pareil, c'est un modèle et après on l'adapte, on l'instancie quoi. Hein, mais le cœur est bien là pour ne pas partir de zéro. Donc en utilisant le modèle de maturité, donc on pourra identifier les risques, les points forts, les meilleures pratiques en matière d'ingénierie métier, d'ingénierie des exigences. Ça va permettre justement de pouvoir évaluer, de pouvoir comparer quoi. Hein, donc l'utilisation du modèle de maturité devra améliorer le délai de mise sur le marché et l'efficacité des livraisons. Ça, c'est ce qu'on voit. C'est-à-dire qu'effectivement, si en amont, on pédale déjà un peu dans la choucroute au niveau de l'ingénierie des exigences, on va avoir du problème pour pouvoir être à l'heure au niveau time to market, quoi. Et donc, justement, le fait de mettre en place un process, alors qui peut être celui qu'on veut, mais justement, peut-être travailler, pourquoi pas, sur des aspects gestion des exigences en mode agile, justement, pour avoir ces premières versions qu'on appelle les MVP, de pouvoir les sortir rapidement et d'être les premiers sur le marché et de bien choisir justement les fonctionnalités qu'on veut mettre en avant. Donc voilà. Compatible jusqu'au BizOps. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Vraiment de la démarche depuis l'expression de besoin jusqu'à la mise en production. Donc l'utilisation du modèle de maturité devra améliorer la communication et la collaboration entre les parties prenantes. Bon, on en a déjà parlé tout à l'heure, hein, mais effectivement,
la communication et l'échange et même la gestion des conflits entre les parties prenantes, c'est réellement quelque chose d'important en ingénierie des exigences. Le modèle de maturité devra fournir une feuille de route aux organisations pour améliorer leur processus d'ingénierie des exigences au fil du temps. C'est ce qu'on voit justement dans les modèles de maturité, les modèles qui soient étagés ou continus. On a une cible qu'on veut atteindre et on peut y aller par palier. Donc voilà. L'utilisation du modèle de maturité devra encourager l'amélioration continue du processus d'ingénierie des exigences en fournissant un cadre pour l'évaluation et l'amélioration continue. Bon, c'est un peu en lien avec le précédent. Et Cyril, je te laisse continuer. Et il devra être un modèle indépendant positionné comme complément. Alors, on en a parlé tout à l'heure. On a vu, quand on a repris le TMMI par rapport au CMMI, pour ceux qui connaissent, il y a des différences. Il faut être honnête, il y a des différences entre le TMMI et le CMMI dans certains contenus. Alors, en fait, nous, on se positionne de la même manière. C'est-à-dire qu'on prend le meilleur des deux et il y a des choses à côté desquelles on ne veut pas transiger, sur lesquelles on ne veut pas transiger. Et dans ce cas-là, nous, on impose, dans le modèle, des pratiques, des domaines qui sont à un certain niveau. Et comme ils sont plus détaillés que dans le CMMI ou dans le TMMI, on peut se permettre de donner plus de précision. Et il y a une particularité que, Alain, tu n'as pas précisé, c'est qu'en fait, le modèle, il est étagé et continu. C'est un parti pris qu'on a eu. Ouais. C'est-à-dire qu'on le rend encore plus autonome pour les entreprises. C'est-à-dire qu'à la fois, on peut faire son évaluation d'un point de vue étagé, mais en même temps, quand on parlait de feuille de route pour la suite, on a essayé de donner un maximum d'indications pour que pour chaque domaine de processus ou pratique, vous ayez la possibilité de dire c'est quoi le next step. Et donc, on n'est pas obligé de fonctionner comme on fonctionne en CMMI ou en TMMI pour dire on a besoin absolument d'une note, d'un niveau. On peut très bien l'utiliser comme un support pour évoluer. Les deux derniers points sur lesquels on était intransigeant avec les étudiants, mais sur lesquels on avait déjà pas mal réfléchi, on se veut agnostique du mode projet. Le mode projet, pour nous, n'a pas d'impact direct sur les pratiques. On va avoir des pratiques spécifiques qui, évidemment, vont être liées au mode projet utilisé, mais le mode projet s'adapte normalement aux besoins. Et donc, tout ce qui est découverte ou fabrication, on doit avoir une démarche. De toute façon, on ne peut pas faire autrement. On doit d'abord exprimer son besoin, on doit d'abord le challenger, vérifier que c'est faisable, et ensuite le mettre en œuvre et toujours avoir des feedbacks. Quel que soit le mode. Okay. Aujourd'hui, le mode cascade, il a disparu depuis longtemps, heureusement. Mais tous les modes, Agile, Safe, V et d'autres, il en existe plein, on aurait pu mettre 3 petits points. On se veut agnostique des modes projet. Et enfin, l'utilisation du modèle de maturité devra aider à intégrer les aspects éthiques dans les valeurs de l'entreprise. On estime qu'aujourd'hui, ce n'est plus une option, et c'est ce qu'on va voir après, c'est directement et obligatoirement intégré dans la démarche. Alors, l'introduction au modèle. On a parlé des sources tout à l'heure. Ouais. Et donc, TMMI, évidemment. TMMI, on en a parlé. IREB, on en a parlé. ISO, Alain, c'est un expert. Ouais. RPM. Oui, on en a parlé aussi un petit peu hier. Donc on avait, on a travaillé aussi sur un certain nombre de standards ISO qui parlent d'ingénierie des exigences. Et c'est pareil pour les autres référentiels. Et surtout, ce qu'on a fait avec les étudiants, c'est essayer de faire une matrice d'alignement. Comme disait Cyril, on n'a pas toujours le même vocabulaire, la même sémantique dans les différents standards référentiels. Et donc, on a essayé de s'aligner pour justement récupérer un peu le meilleur de tous ces inputs. Donc IQBBA, on a peut-être oublié de mettre le BABOK qu'on a aussi analysé. Oui. Voilà, la partie SWIBOK, donc BABOK est plutôt business analyst, SWIBOK est plutôt c'est la partie ingénierie système. Donc voilà, ingénierie système et logiciel, et UNI REPM qui est un autre référentiel de bonne pratique. Je vais te poser une question, Alain, que certains ont peut-être posé, je ne vois pas les listes des questions. Est-ce qu'on a pris en compte, ou est-ce que tu peux nous donner des précisions sur la limite de la prise en compte de la partie industrielle, exigence dans le mode industriel ou dans du mode technique avancé?
Tu peux nous donner des précisions sur le parti pris? De toute façon, enfin, on n'est pas allé très très loin parce que comme on a, enfin, on les a pris en compte, mais comme on a dit que de toute façon on voulait un modèle qui s'adapte à tous les domaines métiers, qui soient très techniques, industriels et tout ça, le parti pris ça a été justement enfin, je veux dire de s'abstraire dans la description de notre modèle de cette partie-là. Exactement. Donc une IRPM, on est allé à la limite avec cette partie-là, et on s'est détaché de la spécialisation type aéronautique, ferroviaire, etc. On se dit, le postulat, c'est dans un premier temps, on fait quelque chose de très générique. Si besoin, après, s'il y a une demande, dans ce cas-là, on pourra préciser pour des choses plus spécifiques. Alors là, je vous ai dit tout à l'heure que pour démarrer un modèle de maturité, il faut d'abord définir sur quoi on va se baser. Et nous, au-delà de la définition qu'on s'est imposée, la définition, c'est pour nous I3E 610. Point barre. C'est non négociable. Et elle nous paraît suffisamment complète et générique. Elle existe depuis longtemps pourtant, mais elle est toujours à l'ordre du jour. Et la deuxième chose qui était importante pour pouvoir évaluer les exigences, il faut des critères qualité. Alors, il y a deux séries de critères qualité. On les voit d'ailleurs dans l'IREB, on voit les deux. Le parti pris qui a été le nôtre, c'est d'utiliser Invest. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît Invest, mais Invest, donc c'est évidemment une définition anglaise, comme américaine ou anglaise, anglo-saxonne dans tous les cas. Et en fait, quels sont les critères Invest? Le I de indépendant. Donc chaque exigence se doit d'être indépendante des autres. Donc on a un niveau de détail qui permet de rendre une exigence indépendante. Exigence étant, pour rappel, le terme générique de toute formalisation d'un besoin. Donc quand on a un niveau d'exigence qui est indépendant, on commence à avoir quelque chose d'intéressant. Ensuite, l'exigence doit être négociable. Négociable, ça veut dire qu'à n'importe quel moment, on peut négocier avec les métiers, négocier avec toutes les parties prenantes, et elle se doit d'apporter de la valeur. Et cette valeur va permettre à un moment donné d'exprimer aussi un niveau de compréhension du besoin. À quel moment le métier va dire « moi j'en ai absolument besoin », absolument pour quand et pour quelle raison. La troisième, c'est valuable. Alors là, on est dans la définition de la valeur pure. Donc, dans un mode classique, on va parler de criticité. Aujourd'hui, on a plutôt la vue du verre à moitié plein. On parle de valeur. C'est une bonne chose. C'est plus positif. Le risque, c'est plutôt la vue du verre à moitié vide. Si ça ne marche pas, quel est le niveau que l'on décrit? C'est la criticité. Quand on a vu la vue du verre à moitié plein, on a la valeur métier. Cette valeur étant évidemment le bénéfice attendu moins tous les coûts. Attention, je rappelle que tous les coûts, souvent on a tendance à les oublier. Chaque exigence se doit de pouvoir être mesurable en termes de valeur. Estimable, à partir du moment où elle est indépendante et qu'elle est négociable et qu'on a potentiellement de la valeur associée, on peut aussi estimer donc le coût, l'effort associé à cette exigence, et donc après on va pouvoir la prioriser. Ensuite, elle est suffisamment petite, le small, suffisamment petite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme on a dit qu'elle était indépendante, à un moment donné, son indépendance, elle va avec le small. Tout le monde a déjà pratiqué, je pense, en tout cas, il est fort probable que vous ayez pratiqué de l'agilité, et dans un sprint, le small, si une exigence ne tient pas dans un sprint, ce n'est pas une exigence suffisamment petite. Une exigence, pour rappel, c'est entre 3 et 5 jours de développement en termes de bonnes pratiques, ça peut être plus, bien sûr. Et enfin, quelque chose, évidemment, qui nous touche particulièrement, Alain et moi, mais j'espère vous aussi, c'est qu'elle doit être testable. C'est extrêmement important. Alors, quand on a dit que indépendant, négociable, valuable, qui a de la valeur, estimable, suffisamment petite et testable, on a les critères qui nous permettent de définir la qualité des exigences. Et donc, à partir de ces critères qualité, on peut commencer à découper
l'ingénierie des exigences en fonction des niveaux. Donc, on est reparti des 5 niveaux, comme on a évoqué tout à l'heure, de CMMI, de TMMI, de manière à ce que tout le monde puisse garder les mêmes repères. Le niveau initial, c'est le niveau chaotique. Le niveau géré, défini, mesuré et optimisé. Et quand on regarde bien, on peut associer un certain nombre de critères qualité à chaque niveau. Le niveau 1, on va dire que on peut négocier. D'ailleurs, c'est quasiment la seule chose qu'on fait quand c'est très mal organisé. On passe son temps à négocier. Le niveau 2, ça va être suffisamment indépendant et on va avoir estimé de la valeur. Le niveau 3, on remarque que tous les critères qualité sont déjà intégrés dans le niveau 3. Ça veut dire que le niveau 3 nécessite d'avoir une démarche globale commune, suffisamment de qualité pour répondre aux critères qualité des exigences. Quand on va au-dessus, à partir du niveau 4, on va avoir quelque chose qui va être plutôt dans le processus et moins directement dans l'exigence. Donc, le postulat de départ, c'était de se baser sur Invest. Alors, qu'est-ce que ça donne dans ce qu'on a réussi à faire aujourd'hui? On n'est pas encore à la fin, on vous expliquera ça. Mais pour vous donner une petite idée du modèle étagé, le niveau 1, on a un processus chaotique, évidemment. Niveau 2, on a la définition des objectifs. On a des sources d'exigences qui sont identifiées. Alors, attention à l'état des sources. On fait de l'élicitation, c'est la moindre des choses. Donc, l'élicitation, c'est bien le fait d'écrire les exigences, d'écrire les besoins, pardon. Risque, gestion des risques et priorisation en fonction de ce qu'on a de l'élicitation. Hein. Et on a cette fois-ci la gestion des exigences. Ça veut dire la gestion des exigences, c'est tout ce qui est traçabilité, gestion du changement et gestion de la documentation. Le niveau 3, en fait, là, on est dans un niveau, comme dans tous les autres modèles de maturité. On a tous la même formation, on suit normalement des process communs, alors qu'au niveau 2, on peut avoir les définitions des objectifs, mais ça va être fait en fonction des projets. Donc, on a des sources communes. On a une manière d'estimer les coûts qui est similaire et qui est organisée. On a la résolution des conflits concernant les exigences. C'est-à-dire qu'en 2, on va avoir un certain nombre d'exigences qui vont être gérées, en effet, mais en fait, elles ne vont pas être gérées de la même manière. Et on va potentiellement avoir des doublons, avoir des problèmes de conflits entre les exigences de différents projets. Au niveau 3, on n'a plus ce problème. On a aussi la définition des process et on a surtout la formation, évidemment. Le niveau 3, il y a une particularité et qu'on ne retrouve pas, évidemment, dans le CMMI ou dans le TMMI, c'est qu'on est obligatoirement user-centric, quel que soit le mode projet, pour les licitations et l'élucidation. Les licitations, je rappelle, on exprime les besoins. L'élucidation, on les formalise de manière concrète. La documentation, elle est vérifiée et validée. Vérifiée, c'est qu'elle est conforme aux standards. Validée, c'est que le contenu correspond aux attentes. Et enfin, pour le niveau 3, on a toutes les exigences non fonctionnelles, sur lesquelles on va avoir un zoom juste après. Les exigences fonctionnelles, vous avez déjà l'habitude d'en avoir un certain nombre. Nous nous sommes basés sur des standards du marché et on les a fait évoluer. Le niveau 4, on est dans le processus, donc on est dans la gouvernance du processus. On va suivre des indicateurs liés au process, pas liés à la documentation. On va mesurer la performance du processus et on va faire des revues avancées de type formel. Et enfin, le niveau 5, optimiser le Graal. Là, on est dans la prévention de défauts, l'anticipation, l'analyse causale, la résolution de problèmes liés au processus, et on est beaucoup dans l'innovation. L'innovation n'est pas interdite aux autres niveaux, on est bien d'accord. Les niveaux ne sont pas exclusifs, mais on peut déjà avancer, et l'innovation aujourd'hui est absolument nécessaire. Voilà pour les 5 niveaux, tels qu'on les a décrits aujourd'hui, et tels qu'ils sont décrits dans le document de travail actuel. Alors, il y a une autre manière de le représenter,
Alain, je peux peut-être te laisser, si tu veux, prendre le relais. Ouais, je vais pas m'étaler de trop parce que je vois que le temps avance, mais effectivement, donc dans notre document qu'on est en train de rédiger, donc on décrit le modèle, donc et on l'a découpé de la façon suivante. Effectivement, il y a le développement et la gestion des exigences, et puis on a mis aussi un chapitre dédié au processus d'ingénierie des exigences. Donc là, c'est un peu en lien, comme présentait tout à l'heure Cyril, sur les niveaux de maturité et les aspects process, c'est justement pour améliorer les parties, enfin, et atteindre les niveaux 4 et 5. Et donc, on a commencé aussi par travailler sur une mind map, justement, pour organiser nos idées et organiser aussi la structure du document. Hein, donc voilà, donc travail en cours, et effectivement, on a aussi le document derrière. Et donc pour rentrer un peu plus en détail dans la structure du modèle, donc bon, Cyril l'a présenté tout à l'heure, donc on a un modèle étagé et continu, donc on a décrit ça dans le modèle, hein, ces deux niveaux, et puis pour chaque sous-processus clé, donc bon, on est en train de restructurer un petit peu tout ça. On a une partie introductive, on a les pratiques générales. On a des techniques d'ingénierie des exigences associées, donc qui permet justement d'aider lorsqu'on part d'une feuille blanche en disant voilà, par exemple, pour faire les licitations, il faut utiliser telle ou telle technique, je sais pas, du rétro sur la documentation, de l'interview des parties prenantes et tout ça. Des idées de livrables, et effectivement on a après donc des chapitres dédiés aux parties spécifiques, donc qui sont réparties par niveau et qui permettent justement de plutôt travailler en modèle continu et de s'améliorer continuellement pour essayer de grimper les niveaux. Alors les nouveautés, on vous en a parlé un petit peu tout à l'heure. Donc la durabilité, évidemment, c'est ce qui est dans l'air du temps actuellement. Alors, je vous ai mis à titre de rappel juste une liste non exhaustive d'un certain nombre de normes, de certifications liées à la durabilité qui sont en France, ISO évidemment aux États-Unis, l'Europe pour CSRD, des certifications donc dans tous les domaines, environnemental, sociétal, énergétique, etc. Et donc, notre parti pris, c'est de dire on ne va pas reprendre une norme en particulier, il y en a trop. On va donner à titre indicatif voilà, des axes de réflexion. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où vous allez travailler sur des exigences, eh bien, les exigences de durabilité devront être prises en compte. Et voilà un mind map de réflexion. L'économique, donc évidemment, la satisfaction utilisateur est très importante. Qualité de service, l'économie circulaire, par exemple, je vous en donne comme ça quelques-unes. La gouvernance, qu'on ne retrouve pas beaucoup dans certaines normes, typiquement les critères de gouvernance de durabilité, par exemple la politique de voyage dans l'entreprise. Si je prends des aspects technologiques, on va avoir tout ce qui est donc mise à l'échelle, on va avoir l'efficacité, la maintenabilité, c'est hyper important côté technologique. Et pour les aspects sociaux, évidemment, on va retrouver le développement personnel, le travail collaboratif, l'inclusion, et tout ce qui est, voilà, tous ces aspects-là. Tous ces aspects-là seront, à titre indicatif, présents dans la démarche, dans le modèle, et évidemment ne sont pas rigides. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne sont qu'indicatifs, et c'est pour ça qu'on mettra à côté une liste de normes pour que chacun puisse éventuellement retrouver un certain nombre d'informations. Alors, pour faire ça, évidemment, je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait un outil. Donc, on a travaillé sur un outil avec nos étudiants, et cet outil, c'est un outil Excel assez simple, avec une liste de questions, et donc on va pouvoir se connecter dessus avec, voilà, c'est assez basique, mais efficace. Ça va nous donner le nombre de personnes, le nombre d'entretiens à faire, et derrière, on va avoir une matrice. Alors, cette matrice, on l'a voulu, donc évidemment, yes, no, donc c'est oui, non, partiel ou non applicable. Et on a des règles, on a défini des règles parce qu'en fait, le oui, non, juste la moyenne comme ça ne marchait pas. Donc, on a des valeurs pour le oui, le non, et on s'est donné des valeurs pour les moyennes pour dire globalement, pour tel ou tel niveau, on va avoir une moyenne pondérée sur le calcul. Et en plus,
une moyenne pondérée parce qu'on peut donner aussi, en fonction des organisations, des poids à chaque question. Okay, ça ne veut pas dire pour autant que le modèle sort complètement des clous. Enfin, je veux dire, on a les limites dans les poids. Hein. On les donne à titre indicatif et il est possible de les modifier. On verra par la suite si on est plus rigide ou pas. L'outil diagnostic, en fait, ça donne quoi à la fin? En fonction du nombre de, voilà, quelque chose d'assez basique, le report. Hein. Donc, le nombre de personnes interviewées et à la fin, on va avoir le modèle, donc avec l'évaluation précédente et la nouvelle évaluation. Les prochaines étapes. En fait, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Nous en sommes vous avez vu déjà des choses quand même assez avancées. On en est encore à relire vraiment le document pour avoir une cohérence globale, puisqu'en fait, régulièrement, ça fait quand même plusieurs années maintenant que nous sommes dessus, il faut reprendre régulièrement parce que des choses sortent. Typiquement, on avait appelé ça éthique avant, maintenant c'est durabilité. Donc, il faut revoir ça régulièrement. Mais notre objectif, là, c'est de faire une revue complète, mise en forme des pratiques, des chapitres, etc. Sur le fond, l'analyse de cohérence globale, même si vous avez une première partie, mais on a encore des discussions. On a toujours des discussions, d'ailleurs, Alain? Non? On a toujours des discussions. Ouais, c'est normal, ouais. Cohérence entre les différents niveaux. Voilà, on est en train. Mais à un moment donné, on va être obligé de faire une première version, hein, ça ne saurait tarder. Ouais. Et puis surtout, l'alignement aussi qu'on doit surveiller entre les deux autres modèles. Et évidemment, alors dans un premier temps, on sortira le modèle de maturité et l'outillage sortira un petit peu après, puisqu'on va se focuser sur la liste des questions. Pourquoi est-ce qu'effectivement on a mis, ça peut être un peu surprenant, hein, qu'on a mis alignement entre le modèle de maturité et l'outil du diagnostic? C'est parce que on a travaillé avec les étudiants sur différentes versions, on a eu différents projets, et effectivement on n'a pas toujours eu des projets d'alignement sur les deux, quoi. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on a ce travail, à faire. Et on se pose effectivement encore la question de comment et est-ce qu'on s'aligne avec TMMI. Alors en guise de conclusion, je ne sais pas si vous vous souvenez des 3 questions. Hein. Vous voulez mettre en place un processus d'ingénierie d'exigence et vous ne savez pas comment démarrer. L'objectif du RMMI, c'est de vous fournir un référentiel de bonne pratique pour démarrer. Vous avez mis en place un processus d'ingénierie des exigences et vous voulez savoir comment vous positionner par rapport aux autres bonnes pratiques. Le RMMI, il est générique, il se veut générique et permet de se positionner par rapport à l'état de l'art. Et enfin, la dernière question que tu te posais au départ, que tu posais, Alain, au départ, c'est vous souhaitez évaluer et mettre en avant le niveau de maturité de votre processus d'ingénierie des exigences. L'outillage permettra d'avoir une évaluation, même si elle n'est pas aussi certifiante que CMMI ou TMMI, elle se veut quand même utilisable et représentative. Alors évidemment, notre objectif, là, c'est maintenant de publier. Et c'est le plus tôt possible. N'est-ce pas, Alain? Oui. À un moment donné, il faut publier. Le plus dur, c'est de dire stop. On va s'arrêter là. Merci à tous les deux. Hein. Je pense que ça se termine là. On est bien d'accord? Ça se termine là. Super. On va pouvoir passer aux questions. Il y a déjà pas mal de questions qui sont posées. Donc, je rappelle aux personnes qui ont suivi cette présentation de ne pas hésiter à rajouter des questions et de venir qualifier, de venir entre guillemets, plébisciter les questions qui vous semblent les plus importantes que nous allons poser. Je vous rappelle également qu'il y a le sondage. Hein, on va vous demander également de nous dire ce que vous pensez de cette présentation. Alors, passons aux questions. Je les ai rangées par ordre, justement, de vote. Et la première de ces questions, elle est plutôt générale. Quel devait être le profil de gens rédigeant des exigences? Quel intitulé de poste? C'est des questions qu'on se pose également dans le groupe de travail sur les différents référentiels de poste. C'est loin d'être simple. Donc, c'est plus général que votre présentation. Qui veut commencer à y répondre? Je crois qu'on avait commencé à faire des fiches de poste à une époque. Oui, je travaillais dessus, oui. En effet, il existe des fiches de poste, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, ce n'est plus un poste, c'est un rôle. Je ne sais pas si la personne qui a posé la question maîtrise ce genre de choses, mais pourquoi la différence? Le poste, c'est qu'en fait, c'est décrit par des normes européennes et ça permet d'être évalué dans une entreprise et suivi par les RH. Les rôles, c'est tournant. C'est la difficulté. Alors, on se retrouve avec des rôles, notamment en mode agile. Et donc, historiquement, on appelait ça des maîtrises d'ouvrage.
assistance à maîtrise d'ouvrage. En mode agile, on ne doit plus le dire en français, c'est interdit, on parle de business analyst, c'est la traduction anglaise de maîtrise d'ouvrage. Et en fait, quand on prend par exemple le Babok, ce sont des analystes métiers. Et eux, derrière, mettent vraiment une différence dans les fonctions, dans les tâches à réaliser. Et c'est assez perturbant. Donc, dans tous les cas, ce sont des gens qui sont soit côté métier, soit côté DSI, la plupart du temps, mais qui sont les relais directs des utilisateurs. C'est l'objectif. Et ce sont eux qui font faire le lien avec l'équipe informatique, si on parle d'un projet informatique, ou en tout cas avec la maîtrise d'œuvre. Est-ce que je réponds à la question? J'espère que je pense. C'est une précision. Oui. Alors bon, après ça dépend de la complexité des systèmes et on peut aussi avoir, je dirais, deux profils un peu différents. Celui, effectivement, comme le dit Cyril, qui va plutôt s'attacher à l'analyse métier, donc bien exprimer les exigences métiers. Et puis après, il y a celui qui va traduire ces exigences métiers en solutions, que je vais appeler peut-être un ingénieur système. Enfin, ça dépend, je dirais, des domaines, mais donc voilà. Mais il y a bien celui qui va traduire le problème en solution. Et donc, je vois un peu deux casquettes, une casquette qui est un peu plus technique et l'autre qui est un peu plus métier, quoi. mais donc voilà. Et ça reboucle un petit peu sur ce qu'on disait hier aussi sur les gabarits d'exigence, c'est-à-dire qu'on a bien les gabarits d'exigence qui sont plutôt métiers. Donc là, il faut que quelqu'un de métier pour pouvoir les écrire. Et puis après, il y a des exigences produits et composants. Et donc là, c'est plutôt quelqu'un d'un peu plus technique qui va traduire ça. Donc voilà. Bon, après, je dirais, comme le dit Cyril, ce sont deux rôles. Ça peut être assuré par la même personne, mais c'est bien, pour moi, deux rôles un peu différents quand même. J'ai oublié de préciser, il manque aussi le product owner, le proxy product owner. Enfin bref, tous ces rôles-là sont similaires. Merci. Deuxième question, la même personne d'ailleurs. Alors, ça va rigoler un petit peu. Vous dites que vous travaillez avec des étudiants. Ne faut-il pas un peu de bouteille, d'échecs et de nez cassés pour dépasser le côté rébarbatif de ces sujets et être conscient de leur vraie valeur dans l'exercice professionnel? Où sont les bouteilles? Où sont les nez cassés? C'est la question que je vous pose. Alain, Cyril? Le mien est déjà cassé, donc ça aide. Et je vous garantis que de travailler avec des étudiants, quand on doit leur faire comprendre ce genre de sujet, on passe des heures carrées. Et donc, en fait, on est remis en question en permanence. Et ça a été extrêmement difficile de démarrer. Et surtout, quand on change d'équipe d'étudiants il y a eu 17 étudiants qui sont passés sur le sujet. Donc, ça vous donne une petite idée à chaque fois, on est remis en question. On doit réexpliquer, on doit reconvaincre, on doit faire en sorte qu'ils comprennent. Et ça, c'est difficile. Donc, c'est un bon exercice. Ouais, je rejoins un peu Cyril. Et puis, je rajouterais aussi que, effectivement, avoir de la bouteille, ça peut être bien. Mais sortir de la bouteille aussi, c'est mieux. Et donc, justement, avoir des étudiants qui ont un regard neuf sur le sujet et qui apportent aussi leur vision, je dirais, génération. Alors, je sais plus où est-ce qu'on en est, WXZ, machin bidule. Ça nous remet aussi en question. Et donc voilà. Donc, c'est pour ça aussi qu'on est parti là-dessus. Il faut qu'on évolue. Alors, moi, je suis un vieux de la vieille. Et donc, justement, d'avoir des jeunes autour de moi, ça me permet justement de changer de regard et c'est pas mal. C'est pas mal. Et juste pour donner un exemple, peut-être pour le cassage de nez, pour donner un maximum de liberté aux étudiants, aux premiers étudiants qui ont travaillé dessus, on leur a dit, vous êtes libres de déterminer le nombre de niveaux. On leur a dû juste simplement on leur a donné l'information, on veut un modèle étagé. Et les premiers, ils ont déterminé 4 niveaux. On les a laissés libres jusqu'au bout. Bon, après, il a fallu revenir dessus et ça c'est le nez cassé parce qu'il a fallu tout revoir. Mais la réflexion, on les a laissés tellement libres qu'ils ont déterminé le nombre de niveaux qu'ils imaginent. Troisième question, vous avez pour moi répondu un petit peu tout à l'heure en présentant l'outil. Comment se faire auditer ou s'auto-auditer? Alors, pour l'instant, on n'en est pas là. L'outil n'est pas sorti, le modèle n'est pas totalement finalisé. Voilà. Je pense que c'est plus pour le futur par rapport à cette question. Oui, ce sera évidemment faire appel à des personnes qui maîtrisent les processus d'ingénierie des exigences. C'est évidemment vivement recommandé. On aura alors se baser sur le modèle, c'est une chose, mais on mettra à disposition la liste des questions pour l'outillage.
Donc, juste après, la question, c'est cette première version d'outillage Excel sera disponible quand? Donc, il y a déjà des gens qui sont prêts à l'acheter ou l'avoir gratuitement, comme on dit. Et Cyril, voilà. pas très cher. Ouais, bah c'est la partie négociable. On a parlé. Donc voilà, non, mais bon, on a mis une première deadline. Ça va plutôt être pour le modèle début 2024. Je pense que ça va sortir dans la foulée, quoi. Donc S1, je pense. Donc Oui, voilà. c'est ça. Et ça, on devra avoir les deux. Enfin, de toute façon, si on sort le modèle, il faut que le questionnaire, enfin, les questions type sortent quelques semaines plus tard, max. Ce que vous n'avez pas forcément dit dans la présentation également, qui peut être intéressant, c'est que vous l'avez testé aussi en grandeur nature sur des vrais projets, il me semble. Hein. Si, on l'a dit, on l'a mis dans la présentation. Effectivement, ça a été testé. Enfin, la première version a été testée sur des projets Kereval et sur des projets OnePoint. Donc voilà. Avec nos étudiants, c'est-à-dire qu'en fait, avec le questionnaire qui avait été imaginé, on a laissé les étudiants faire. Et ça a été très compliqué pour eux d'ailleurs, puisqu'ils n'avaient jamais fait d'audit avant. Et donc, ils se sont rendus compte à quel point le nombre de questions était important. Et donc, on les a accompagnés aussi dans cette démarche. Et c'est ce qui a fait qu'à un moment donné, on a aussi affiné les poids et la manière de calculer les résultats, parce qu'on avait des résultats complètement hors scope au départ. Et ils se sont rendus compte aussi de la difficulté de bien formaliser les questions, justement pour avoir une réponse pertinente. Quoi. Question suivante, est-ce que à terme, ce modèle pourrait devenir une IA des exigences? Ce serait bien. Alors, bon, je ne vais pas dévoiler trop de choses, mais chez OnePoint, on est en train de faire un sujet dessus. Allez, question suivante, d'ailleurs donnée par un alumni de la formation à Angers. Invest, quid priorité, criticité dans cette réflexion? Alors en fait, je prends la parole tout le temps. Vas-y. Bon, Invest, ce sont les critères qualité. Et donc, la criticité, alors pour les étudiants qui ont pu m'avoir ou ceux qui sont avec moi en formation, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, hein, criticité et valeur. En fait, c'est verre à moitié vide, verre à moitié plein. Mais normalement, on doit avoir le même résultat quand on est en système d'information avec des niveaux à 3 ou 4 niveaux. Quand on est dans l'industrie, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on va aller beaucoup plus loin dans l'évaluation d'un nombre de points, etc. Mais dans l'informatique de gestion, c'est quand même assez basique. Donc ça, la criticité ou la valeur métier va permettre après de prioriser. Mais en fait, Invest ne permet pas de prioriser. Ce sont des entrants pour la priorisation après. Okay. Ouais, et donc ces aspects-là sont pris en compte dans le modèle. Hein. On a des sous-processus spécifiques pour cette partie-là. Oui, on a fait des rappels quand même sur un certain nombre de notions qui nous semblent importantes. Et les techniques associées, bien sûr. Et les techniques associées. Est-il opportun qu'un développeur ou un testeur rédige les exigences? Ne doivent-ils pas avoir une certaine distance en dehors de leur relecture? Ils peuvent rédiger, mais il est de bon ton de se faire valider par quelqu'un d'autre, vérifier et valider par quelqu'un d'autre. Il faut savoir que dans les petits projets avec des petites équipes agiles, par exemple, l'autonomie et la pluridisciplinarité, c'est difficile à dire, est souvent de circonstance. Et donc, on peut être amené à avoir un développeur qui soit directement en lien avec le métier. Voilà, pour les toutes petites équipes. Il ne faut pas s'interdire de faire des choses, mais avec des gens autonomes et qui ont été formés. Niveau 3. Ouais, c'est ça. Enfin, pour moi, on parlait de rôle tout à l'heure. C'est une affaire de rôle. C'est-à-dire que nous, à Kereval, on a des testeurs qui sont formés aussi à l'ingénierie des exigences. Si on leur demande de rédiger des exigences, ils prennent leur casquette d'ingénieur des exigences et non pas leur casquette de testeur. Bon, c'est une plus-value parce que justement, ils ont directement l'aspect testabilité de l'exigence, mais ça n'empêche que les autres aspects, ils n'ont pas forcément. Donc, s'ils n'ont pas été formés pour rédiger des exigences non ambiguës de façon unique et tout ça, ils vont être coincés, quoi. Donc pour moi, il faut faire la différence entre un rôle, un profil, et puis une personne, quoi. Une personne peut avoir plusieurs casquettes. Donc voilà.
Mais comme le dit Cyril, il faut être formé. Il faut être formé et puis il faut cette revue croisée effectivement aussi, quoi. Casquette et appétence. Hein. Ouais, il faut avoir cette appétence pour ça parce que c'est particulier de penser comme une maîtrise d'ouvrage, comme un business analyst. Ouais. Donc il faut vraiment avoir ça en tête. C'est comme pour le test, hein, il faut de l'impétence au test aussi. Hein, c'est pas donné. Exactement. Et comme tu le disais Alain, chez toi vous êtes formé de plus en plus à l'IREB. Les testeurs fonctionnels chez nous sont formés aussi de plus en plus à l'IREB. C'est peut-être une tendance de double compétence test et en fait en étant capable de discuter avec les business analysts. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pour toujours partager un vocable commun. Donc voilà. Donc même si ils rédigent pas des exigences, en tout cas quand ils discutent avec ceux qui rédigent des exigences, ils parlent le même langage, quoi. Donc voilà. Question suivante. J'ai l'impression que quand une entreprise se lance, elle commence par le niveau 4 en imposant tout l'aspect bureaucratique sans que cela n'apporte grand-chose dans la gestion du projet. C'est déjà une affirmation forte. Déjà, il n'y en a pas beaucoup de 4. Non. Il suffit de regarder sur CMMI ou TMMI. Je ne sais même pas s'il y en a en France en TMMI. Si, il y en a un. Je connais une entreprise sur Nantes. Je crois que ça se compte sur les doigts de la main, il me semble. Donc, le fait de partir haut, c'est évidemment une aberration. On commence par savoir où on en est. Hein, c'est comme n'importe quelle évaluation ou audit, peu importe le terme. On démarre par faire une photo de là où on en est, et après, on peut viser la Lune. Mais il y a très peu de 4, et il faut savoir que l'objectif, c'est plutôt le 3, hein, dans beaucoup de modèles, c'est le 3, et ça a un coût. Je veux juste le rappeler, c'est un coût. C'est un investissement qui est payant, je pense, mais ça a un coût, et toutes les sociétés ne sont pas prêtes à à investir autant. Ouais, si je peux compléter, effectivement, on est sur du modèle étagé et donc sauter directement sur la marche numéro 4, faut faire attention de ne pas dégringoler. Donc, faut plutôt utiliser la roue de l'amélioration continue avec des principes de cliquet. C'est-à-dire que quand on est arrivé au niveau 2, on est au niveau 2 et on redescend pas, quoi. Donc voilà, et on monte plutôt comme ça, quoi. Donc c'est juste une petite image, mais je pense que ça montre bien notre vision des choses, quoi. Ça a été notre approche aussi, parce que quand on regarde CMMI, TMMI, c'est avant tout des modèles étagés. Nous, on a voulu faire les deux, parce que le modèle continu, parfois, est suffisant. On n'est pas obligé d'adresser tous les sujets. Question suivante, là, c'est pour vous. Hein, il y a des postes qui vous sont ouverts. Nous sommes en train de créer une guilde sur Requirements Management, communauté transverse. Avez-vous des recommandations? Oui. Vas-y, Alain. Il y a déjà de la formation qu'il faut mettre en place. Il faut, après c'est des choses un peu classiques. Hein. Je pense que si vous mettez ça en place, c'est-à-dire que le management est derrière et donc vous allez avoir les ressources pour, donc c'est déjà très très bien. Donc voilà. Alors notre référentiel n'est pas encore en place, mais il y a plein de référentiels de bonnes pratiques et donc il faut s'en inspirer, les utiliser. On a parlé de gabarits d'exigence hier, bien sûr, ça peut aider. Aussi des référentiels réutilisables, hein, notamment sur des aspects, Cyril parlait des aspects durabilité, il y a des choses qui sont un peu génériques et donc on peut déployer dans les différents projets, donc c'est bien de mettre ça en place. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça, mais je dirais que ce n'est que du bon sens. Mais à partir du moment où effectivement vous avez votre management derrière vous, c'est déjà foncez. Voilà. C'est déjà exceptionnel hein, d'avoir le management comme ça qui a conscience de faire ça. Ouais. Donc, et ne pas hésiter à se faire accompagner. Alors, je dis pas ça pour nous deux, c'est pas ça. Hein. C'est pour ça que je souriais tout à l'heure. Non, mais l'idée, c'est quoi? C'est d'amener parfois du sang neuf ou des idées extérieures de l'état de l'art. Ce qui se fait avec du contexte. Voilà, du contexte. Des études, des consultants qui ont des expériences. Là, on va parler d'expérience, surtout de retour d'expérience. Et là, ça devient intéressant. C'est-à-dire que votre guilde, comme le disait Alain, c'est tout à fait vrai, il faut déjà la construire, il ne faut pas hésiter à former un maximum et partager. Et voilà, peut-être certains d'entre vous vont postuler, par exemple, au GTIE. Il n'y a pas que là. C'est pas le fait de venir chez vous, c'est une chose. Mais c'est typiquement
en allant dans des groupes de réflexion, en allant à des conférences. La JFIE, c'en est un bon exemple. Il y a quand même des moyens de réfléchir ou de poser des questions, et ça alimente en fait la réflexion et la créativité en interne. Ouais. On a aussi un groupe LinkedIn. Et autre chose peut-être que j'ai oublié, là on parlait du niveau 4 tout à l'heure. Alors l'idée c'est pas d'aller jusqu'au niveau 4, mais commencer à mettre aussi quelques indicateurs. Il n'y en a pas besoin de beaucoup, mais quelques indicateurs. Et derrière chaque indicateur, pour moi, il faut qu'il y ait une action si l'indicateur est pas atteint. Et donc voilà, et c'est comme ça que vous allez mettre en place votre truc. Et bon, l'effet cliqué dont je parlais tout à l'heure, c'est réellement ça, quoi. Donc voilà, donc il faut travailler aussi là-dessus. Autre chose dont on n'a pas parlé, hein, mais qui est hyper important, c'est d'avoir un glossaire de termes communs, quoi. Donc voilà, parler le même langage, quoi. Je vous remercie. On va s'arrêter là. Il reste 2 questions, mais on n'aura pas le temps de les prendre. Il faut pas oublier qu'on a une deuxième personne qui passe juste après vous. Merci encore Cyril, merci Alain. Sujet passionnant. Vous vous êtes engagé pour le premier semestre. Je pense que c'est une folie. Moi, je dirais semestre 2, mais c'est pas grave. Vaut mieux dire semestre 1. Non, mais moi, et comme ça, ton objectif, c'est tenir. Eh ben, semestre 1, c'est parfait. Écoutez, un grand merci pour votre présentation. Si Alice est dans le coin, je vais lui demander de monter sur scène et elle va pouvoir partager également sa présentation. C'est parfait. Ouais. Bonjour Alice. Bonjour, que je salue aussi Alain et Cyril. C'était bonjour Alice. Passionnant. Vous avez fait un énorme travail, vos étudiants également, et je vais essayer de compléter déjà tout ce que vous avez introduit tout à l'heure avec un autre prisme. Alors j'ai entendu la notion de business analyst, j'aurais des tas de choses à vous dire dessus parce que effectivement c'est plus une discipline, une pratique qui se voit qui est comment dire pratiquée justement par des product owners, des AMOA, des business analysts avec le vrai terme de business analyst, des testeurs métiers également sont des praticiens business analyst, des développeurs dans l'agilité sont amenés à faire de la business analyst. Donc c'est vrai qu'on est maintenant dans une difficulté à identifier des postes ou des rôles puisque ça commence à être dilué, on va dire, notamment avec l'agilité. Et d'où l'importance de bien structurer des disciplines pour que les praticiens après puissent aller piocher dans ces boîtes à outils et apprendre et monter en compétence, quelle que soit leur fiche de poste ou leur rôle sur le projet. Merci en tout cas, c'était très intéressant. Et bonjour à tous et à Alexis également. Bonjour Alice. Alors juste un petit mot, je rappelle aux personnes qui ont suivi la première présentation d'aller dans l'onglet sondage pour évaluer la présentation. On a besoin de vos retours. Et puis Alice, avec grand plaisir pour t'accueillir également au GTIE. C'est avec grand plaisir qu'on puisse échanger autour de tous ces aspects-là. Je vais demander à Cyril et Alain de nous quitter, désolé. Et puis, on va laisser maintenant la parole à Alice qui va pouvoir partager son écran pour nous présenter. C'est transparent. Merci à tous et merci à toi Alice pour la présentation suivante. Merci à tous. Au revoir. Avec plaisir. Alors.